Des robes noires sur l'île Al-Hoché. Quel titre séduisant pour attirer votre attention et curiosité. C'est Annick Delfos, vice-doyenne de la faculté de philosophie et lettres de notre université, spécialiste incontestée de la Compagnie de Jésus, qui va nous faire découvrir ce monde des jésuites liégeois. Depuis le XVIe siècle, Ignace de Loyola a fondé cette compagnie mise à disposition de Rome, et le pape François en est une figure emblématique actuelle. Annick Delfos mettra en évidence l'enseignement, car il y a eu de multiples collèges dans nos régions. Les matières qui ont été enseignées, la rhétorique, la syntaxe, la grammaire, la poésie, notions qui nous sont devenues un peu barbares, seront de la sorte décrites. Les élites sociales de l'époque mettaient leurs enfants au collège actuellement occupé par l'Université de Liège, place du Ventoux. Et ils pourront s'initier notamment à l'art dramatique. Elle va également mettre en évidence le rôle politique. Songeons ici à l'assassinat de Sébastien Laruelle, qui va entraîner la mise à mort de leur recteur par le peuple liégeois, l'accusant d'être un complice des Espagnols. De la même manière, les jésuites souhaiteront fonder une université à Liège, à différentes reprises, mais à chaque fois, l'université de Louvain mettra un obstacle, et c'est pour cela que ce n'est qu'en 1817 que notre université sera fondée. De la sorte, nous allons terminer notre cycle de conférences 2023-24 avant de nouvelles aventures. Merci beaucoup Bruno pour cette très chaleureuse introduction. Avant de commencer par vous saluer, vous remercier d'être là, tous présents pour cette conférence. La dernière du cycle, m'a-t-on dit tout à l'heure. Donc effectivement, je comprends l'émotion de Bruno en l'inaugurant. Consacrée, comme vous le voyez, aux robes noires sur l'île Al-Hoché, le petit îlot Hoché, les jésuites et Liège à l'époque moderne. Alors aujourd'hui, quand on évoque le nom des jésuites à Liège, on pense surtout au collège Saint-Servais, devenu il y a plus de 30 ans le centre scolaire Saint-Benoît-Saint-Servais. Vous y avez peut-être été étudiant. Je sais que certains d'entre vous y ont été enseignants. Peut-être comme liégeois, pendant des années, y avez-vous garé votre voiture dans la cour centrale de l'école. Et ce collège, en fait, c'est un collège assez récent. Il a été fondé au XIXe siècle par un prêtre diocésain. Et puis confié aux jésuites qui ont accueilli des générations de garçons. Et comme je le disais, peut-être qu'il y a parmi vous certains d'entre vous ont été des jeunes hommes, peut-être même des jeunes filles, puisque ça fait 30 ans que le centre est mixte, que ce centre scolaire est mixte, à être formé là-bas. Et pourtant, il y a eu bien avant ça, près de 250 ans plus tôt, un autre collège qui s'est installé après 30 ans de négociations. Ce collège, il était installé en bord de Meuse, sur ce qu'on appelait l'Ilal, c'est-à-dire la petite île l'îlot Hoché, quand les bras de Meuse n'avaient pas encore été comblés. Et donc vous le voyez ici, hein, je vous ai mis le plan bien connu, le plan de Mérian, où on voit très très bien en vue du ciel combien la Meuse s'infiltrait dans tous les quartiers de Liège. Vous avez peut-être ici une vision un peu plus claire de ce que pouvait être le collège. Et puis comme vous le voyez, eh bien, ce collège, le lieu où se trouvait le collège, vous le connaissez assurément, vous y passez certainement régulièrement, puisque c'est là que s'est installée l'Université de Liège en 1817 et où on assure tous les enseignements en philosophie et lettres, et notamment les enseignements en histoire. Et c'est donc à ces jésuites des XVIe et XVIIe siècles, venus assurer l'orthodoxie, la catholicité de la société liégeoise, et tout vêtus de noir, que je voudrais consacrer cette conférence. Avec eux, on va retraverser l'histoire de Liège, histoire de Liège dont nous avons parmi nous quelques grands spécialistes, et déjà, je me place sous leurs férules et leurs roulettes. Je me suis beaucoup référée à leurs travaux. L'histoire de Liège, l'histoire de quelques-uns de ses lieux, et puis l'histoire de sa jeunesse et de ses habitants. Peut-être d'ailleurs cette conférence vous donnera-t-elle l'envie de regarder autrement les lieux qui vous entourent.
et les jeunes qui s'y forment. Alors, il me paraît important de commencer par se poser la question de ce qu'est la compagnie de Jésus. La première chose qui me paraît important de dire, c'est que c'est un ordre qui naît dans un contexte de crise, celui d'un appel vif à la réforme de l'Église et qui a conduit à la naissance du protestantisme. C'est un mouvement ancien qu'on associe généralement à Luther, mais qui remonte au moins 2 siècles avant lui. Dès le XIVe siècle, l'Église est en ébullition. Nombreux sont ceux qui veulent des réformes, qui n'acceptent plus la manière de croire, qui n'acceptent plus la manière de pratiquer sa foi, d'obtenir le salut, de vivre également tel que l'Église l'enseigne. Et cette ébullition, cette opposition, cet appel à du changement conduit au XVIe siècle à tendre les positions de chacun et notamment conduit quelqu'un comme Luther, que vous connaissez bien, Martin Luther, a publié ses 95 thèses. Il est excommunié par Rome en 1521 et après lui, d'autres, comme Zwingli, comme Calvin, pour ne citer qu'eux, vont développer d'autres positions doctrinales qui vont à leur tour les conduire à se séparer de Rome et à faire se déchirer la chrétienté. Alors, je vous montre ici ce plan de cette chrétienté explosée. Vous voyez en bleu ceux qui restent catholiques, et puis dans les tons orangés, toutes les formes du protestantisme. Il faut savoir qu'à l'intérieur même du catholicisme, de ceux qui obéissent encore à Rome, dans toutes ces zones bleues, nombreux seront ceux aussi qui veulent réformer l'Église sans pour autant aller jusqu'au schisme. Et donc la tension, elle est à la fois dans un affrontement très dichotomique catholique-protestant, mais elle est aussi interne à l'Église catholique romane. Et donc le début du XVIe siècle est un moment vraiment de grand bouleversement et de profond changement. Et c'est dans ce contexte que naît, à l'initiative d'un certain Ignace de Loyola, que voilà, la Compagnie de Jésus. Alors, Ignace de Loyola, c'est qui? C'est un jeune homme d'abord qui appartient à la petite noblesse basque et qui a été formé au métier des armes. En 1521, lorsque François Ier, le grand vainqueur de Marignan, qui fait partie de la culture générale, 1515 Marignan, il a vaincu, il a gagné à Marignan 6 ans plus tôt, il décide en fait de traverser les Pyrénées et de reprendre la ville de Pampelune dans le royaume de Navarre. Il décide de la reprendre aux Espagnols. Et Ignace de Loyola va se battre contre les Français. Mais il est blessé à une jambe pendant le combat et il est envoyé en convalescence chez lui à Loyola, qui est aujourd'hui un hameau à la sortie d'Azpeitia, dans le Pays basque. Et là-bas, il va connaître en fait d'affreuses opérations pour redresser sa jambe. Il est cloué au lit, il souffre énormément et il connaît une expérience spirituelle intense, particulière, qui le contraint littéralement, écrit-il, à renoncer à sa vie de soldat pour changer littéralement de vie et partir pauvre pèlerin à Jérusalem. Désormais, dit-il, il vivra en mendiant, et je le cite, nu-pieds, mangeant des herbes, priant de très longues heures. Alors il lui faudra plus d'1 an pour arriver à Jérusalem. Il traverse d'abord toute la péninsule ibérique dans une sorte de long parcours initiatique et spirituel. Et puis il arrive en 1523 à Jérusalem. Mais alors qu'il veut s'y installer, il veut y rester, il est prié de déguerpir. Il est prié de déguerpir sous peine d'excommunication s'il le faut. Et l'excommunication est une des peines les plus grandes et les plus graves puisqu'on est mis au banc de la communauté des chrétiens. Pourquoi? Parce que les franciscains, qui sont les gardiens de Jérusalem à cette époque, ne veulent pas de cet étrange personnage et décident de le renvoyer en Europe. Ils pensent que c'est une forme de troublion, si vous voulez, qui les gêne parce qu'il propose, avec sa spiritualité très intense, des formes de prise de parole et des formes de dévotion et de spiritualité qui ne rentrent pas dans le cadre qui est le leur. Alors, rentré en Europe, Ignace décide de partir étudier. Il va étudier dans des universités prestigieuses. Il va aller à Alcalá, il va aller à Salamanque. Et il en profite pour faire part de ses réflexions spirituelles assez novatrices aux jeunes gens qu'il rencontre. Mais de nouveau, les autorités s'inquiètent et Ignace suscite l'attention de l'Inquisition, qui l'emprisonne à plusieurs reprises en le suspectant d'adhérer à un mouvement qu'on appelle l'alumbradisme, un mouvement spirituel assez répandu en Espagne et dont se méfiaient les autorités parce qu'il était trop visionnaire et très prophétique en fait. Il représentait une forme de menace pour le pouvoir.
Alors Loyola finit par quitter l'Espagne, s'installe à Paris, où il rassemble autour de lui un groupe de quelques compagnons qui, en 1534, vont faire un vœu de pauvreté, de chasteté et de vivre ensemble à Jérusalem pour y prendre soin des âmes. Alors si, en 1523, quand on est allé la première fois à Jérusalem, Ignace a pu profiter d'une trêve méditerranéenne. Le bassin méditerranéen, au XVIe siècle, c'est le lieu d'affrontement dur entre l'Europe et les Turcs. Et s'il a pu profiter en 1523 de cette trêve pour atteindre Jérusalem, 10 ans plus tard, quand il veut y partir avec ses compagnons rencontrés à Paris, il ne peut plus le faire. C'est devenu tout à fait impossible. Ils attendent des semaines à Venise pour pouvoir traverser la Méditerranée, mais les Turcs et les Vénitiens s'y battent férocement. Il n'est plus question d'embarquer pour la Terre Sainte. Alors Ignace doit changer de projet. Ils vont devoir, lui et ses compagnons, se résoudre à rester en Europe et ils vont donc se rendre à Rome pour présenter au pape cette petite communauté qu'ils forment et lui demander de le reconnaître comme un nouvel ordre qui prendra le nom de Compagnie de Jésus et dont Ignace de Loyola deviendra le supérieur général. Alors vous voyez, je vous ai présenté un premier portrait dans sa robe noire. Je présente ici ce portrait de Rubens, en gloire, en lumière, dans la lumière de la révélation divine, avec tous ses vêtements liturgiques ornés, brodés. Et je l'ai accompagné du sigle de la Compagnie de Jésus, bien connu, IHS, Jesus Hominum Salvator, Jésus, sauveur des hommes. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que la Compagnie de Jésus propose une forme de vie religieuse qui est tout à fait neuve, qui a apparu au XVIe siècle. Ignace n'est pas le premier à le faire, mais c'est quand même, malgré tout, on est dans une grande modernité de proposition de vie religieuse, puisque c'est un ordre qui n'est pas un ordre composé de moines. Vous pouvez penser aux bénédictins, aux franciscains, aux dominicains. Ce n'est pas un ordre de ce type, et ce n'est pas non plus un groupe de chanoines, comme nous en voyons ici dans nos collégiales et dans notre cathédrale. En réalité, c'est bien des clercs, des prêtres réguliers, c'est-à-dire un groupe de prêtres qui vivent ensemble et qui sont réunis par une règle commune. Et ces clercs se caractérisent par une vie apostolique très active sur le terrain. Ça veut dire que ce ne sont pas des hommes qui sont cloîtrés, qui vivent dans un monastère et s'attachent à la liturgie des heures, qui voient leur journée ponctuée par les prières à différents moments de la journée et qui s'attachent aussi à la lecture, à la méditation biblique ou au travail dans les champs. Ce sont plutôt des hommes, des religieux, qui agissent sur le terrain, dans les prisons, auprès des soldats, dans les hôpitaux, dans le but de construire une société catholique. C'est très important de comprendre ça. La Compagnie de Jésus, elle a vraiment la volonté de s'insérer dans le monde, d'être intégrée dans la société, de ne pas vivre recluse derrière les murs d'un monastère. Et la première mission que se donne ce nouveau groupe avec cette nouvelle forme de vie religieuse, c'est bien de propager et de défendre la foi catholique. Ce qui explique aussi pourquoi elle fut un puissant ordre missionnaire présent très très rapidement sur tous les continents. En Asie, en Amérique, du Sud d'abord, du Nord ensuite, en Afrique également. Ce qui explique aussi pourquoi elle fut aussi très active dans des régions en frontière de catholicité, toutes proches des protestants, et on va bientôt y venir, dans le but de ramener les brebis égarées au bercail. Les jésuites ont par ailleurs comme mission vraiment l'accompagnement spirituel du plus grand nombre, ce qui explique, comme je vous le disais, leur présence très active dans les prisons, dans les hôpitaux. Ils sont aussi actifs dans le domaine de la prédication et l'enseignement du catéchisme. Alors étonnamment, leur intérêt pour l'enseignement proprement dit fut tardif. En fait, Ignace de Loyola, dans un premier temps, refusait à ses membres d'enseigner, même si ceux-ci le lui demandaient. Dans des lettres, on a des lettres s'adressant à Ignace et en lui disant « on voudrait enseigner, on a l'impression qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là ». Il refusait à ses membres d'enseigner car il estimait que c'était du temps perdu par rapport au ministère essentiel qui avait pour but de ramener les brebis dans une société catholique.
Alors Ignace de Loyola organisa puissamment ce nouvel ordre qu'il dota d'une constitution, donc de règles et d'une administration extrêmement solide, très pyramidale, qu'un système vraiment de circulation de l'information du bas vers le haut et du haut vers le bas extrêmement performant. Il y a une administration, une pratique archivistique aussi au sein de la compagnie qui est absolument remarquable. Et à partir de ce moment-là, dans cet ordre très bien organisé, très bien structuré, très ancré dans la société, la compagnie grandit à un rythme absolument vertigineux et rencontra un succès incroyable. En fait, une vingtaine d'années après leur arrivée à Rome et leur reconnaissance comme ordre par le pape, les jésuites étaient près de 1000. En 20 ans, et de quelques-uns, d'une dizaine d'hommes, ils passent à 1000, et de Rome, ils se répandirent en Europe et dans le monde entier. La compagnie ayant développé cette caractéristique très particulière d'être extrêmement mobile, de circuler abondamment. Évidemment, dans cette grande dynamique de mobilité, ils finirent par arriver à Liège. Alors, un mot sur Liège. Liège est aux portes de l'Allemagne et des Provinces-Unies, pas très loin, quand on regarde à très large échelle. Vous voyez sur cette carte, Liège est quand même aux frontières de ce monde catholique, avec, les Anglais sont peut-être un peu loin, mais ce qu'on appelle maintenant les Pays-Bas, mais à l'époque les Provinces-Unies sont calvinistes. On a évidemment toute une dispersion luthérienne du côté de l'Allemagne, plus proche, à Francfort, une présence calviniste. Donc vous voyez que tout près des Liégeois se trouve quantité de protestants, et on peut bien se dire que les frontières du diocèse et de la principauté ne sont pas restées imperméables à la réforme qui s'y est très tôt diffusée. Alors, tout aussitôt, les princes-évêques de Liège se sont engagés dans la répression du protestantisme. La législation anti-protestante liégeoise est très sévère, et de très nombreux protestants ont été ou bannis ou exécutés. Mais on assiste aussi, dans la principauté, à des recrudescences du calvinisme et à des développements de ce qu'on appelle l'anabaptisme, qui refusait le baptême aux enfants et qui était un mouvement de réforme radicale. Et du coup, au milieu du XVIe siècle, dans ce contexte de tension extrême et dans cette volonté de lutter contre les protestants et de protéger la principauté de ce développement du protestantisme, les princes-évêques réfléchissent à des solutions pour lutter contre cette diffusion du protestantisme dans le diocèse et dans la principauté. Alors, il y a une législation, mais la législation anti-protestante ne suffit pas. Il faut imaginer toute une série de propositions, et parmi les solutions envisagées, on voit émerger l'idée de faire venir à Liège les membres de ce nouvel ordre qui travaille à la recatholicisation de la société, ce nouvel ordre qu'est la Compagnie de Jésus. Alors, l'idée est d'abord que des pères viennent prêcher à Liège et d'y entendre des confessions. Et d'ailleurs, plusieurs jésuites passent par Liège, rencontrent des Liégeois, prennent des contacts, écrivent à Rome. On tente de trouver des solutions, parfois même des solutions très concrètes, puisque vous voyez qu'en 1559, le directeur de l'école Saint-Barthélemy va proposer de céder sa maison à la compagnie en suggérant de mettre son fils à la tête de la direction de l'école, mais les problèmes techniques, les problèmes relationnels aussi s'accumulent. Le projet évolue également et leur installation tarde. Parce qu'en effet, si la première idée était d'entendre les jésuites d'accueillir les jésuites pour qu'ils y exercent leur premier ministère, les premières formes d'apostolat, essentiellement la prédication et la confession. Les princes-évêques imaginent ensuite qu'ils pourraient peut-être bien compter sur eux pour former la jeunesse liégeoise ainsi que les futurs prêtres. Il y a un déficit grave de formation des prêtres dans l'ensemble de l'Europe catholique, et un des grands projets de la catholicité, des prélats catholiques rassemblés, non pas à Liège, mais à Trente, dans le Tyrol, au nord de l'Italie, c'est d'imaginer fonder des séminaires de formation. Et ça se discute lors des différentes sessions d'un concile qui va durer de très nombreuses années, une bonne vingtaine d'années, avec des sessions séparées. Mais donc, le discours circule, l'idée circule, on sait qu'il faut former les prêtres. Et à Liège, on voudrait peut-être un peu prendre les devants et créer un séminaire de formation des prêtres avant même que le Concile de Trente ne l'impose. Et le prince-évêque Robert de Berg imagine la création, lui, d'un collège séminaire qui,
s'occuperait à la fois des jeunes liégeois et également des futurs prêtres, et il souhaite confier les enseignements de ce collège séminaire aux jésuites. Il doit évidemment réfléchir à des manières de financer cette école et il a comme idée d'y incorporer 11 prébendes, c'est-à-dire d'y incorporer les revenus généralement dévolus à des chanoines qui se trouvaient dans les différents chapitres des collégiales liégeoises. Alors évidemment, vous imaginez bien que les collégiales liégeoises ne virent pas d'un bon œil qu'on supprime ces revenus et refusèrent catégoriquement ces modalités de financement. Alors il a bien fallu trouver des alternatives. Finalement, une petite équipe de 3 pères s'installe à Liège à la fin des années 1560, en 1569 pour être plus précis, et s'installe l'année suivante dans une maison qui leur est donnée par l'humaniste Torrentius. Alors on connaît tous l'hôtel Torrentius qui est rue Saint-Pierre. Ce n'est pas cette maison-là, c'est une maison qui est rue Souverain-Pont. Me semble-t-il, en fait, là où se trouve la fontaine d'Athéna, chez Dimitri. Donc, vous voyez exactement au moment où arrive la rue perpendiculaire qui débouche dans la rue Souverain-Pont, aux actuels numéros 23 et 25 de la rue Souverain-Pont. Et c'est là qu'ils s'installent, alors bien soutenus. On voit qu'ils ont des contacts, certains leur lèguent des livres, voire une bibliothèque personnelle entière. Ils commencent à recevoir des rentes d'individus. Le prince-évêque, sur sa propre mense épiscopale, donc sur sa propre source de revenus, leur donne des rentes également. Différents chanoines locaux les soutiennent également et avec ces moyens, ils peuvent commencer à exercer leur ministère dans la ville. En attendant, les autorités liégeoises continuent à réfléchir ardemment à un projet d'enseignement pour les jeunes liégeois, mais doivent continuer à trouver des moyens sans provoquer la résistance des chanoines qu'ils avaient provoquée avec leur première proposition. Et ils le font peut-être de manière d'autant plus convaincue qu'entre-temps, la Compagnie de Jésus a changé de position. Et l'ordre s'est rendu compte que finalement, le développement d'un réseau d'enseignement leur permettrait de mettre en place un réseau de jeunes érudits catholiques militants, ce qui leur donnerait en fait d'excellents moyens d'atteindre leurs objectifs. Et finalement, alors qu'Ignace avait dans un premier temps repoussé ce projet d'enseignement, dans un second temps, la compagnie va faire de l'enseignement le cœur de ses activités. Et à la fin du XVIe siècle, elle établira d'ailleurs un plan d'études raisonné qui est connu sous le nom de Ratio Studiorum, qui est destiné à être appliqué dans tous les collèges du monde entier, donc de Naples à Liège, de Rome à Goa, de Goa à Rio de Janeiro, avec quelques petites adaptations locales pour l'organisation des horaires, etc. Mais sinon, l'idée est vraiment de former une culture commune, classique, partagée par toute l'élite que formerait la compagnie. Elle vise en fait l'uniformité d'un enseignement qui aurait par ailleurs comme particularité, et c'est très nouveau, c'est extrêmement novateur, d'un enseignement qui serait totalement gratuit. Et qui aurait comme autre particularité, qui est moins neuve, mais qu'ils vont réussir à répandre largement, d'être organisés en année scolaire. Leur cycle de 5 années d'études est, on va le voir tout à l'heure, vraiment la base de notre enseignement actuel. Mais évidemment, pour assurer cette formation gratuite, il faut que les autorités qui les accueillaient dans leur ville puissent financer toute une équipe nécessaire au bon fonctionnement du collège. Il faut un recteur, il faut des pères qui enseignent, il faut des frères qui assurent la logistique, etc., etc. Et dans leur courrier à Liège, les autorités jésuites situées à Rome estiment que pour que ce collège fonctionne bien, il faut 30 pères. Mais donc, il faut faire vivre 30 pères dans un bâtiment qui puisse les accueillir. Et donc, il faut trouver des moyens pour les faire vivre. Et on l'a vu, ce n'est pas en allant chercher les prébendes des chanoines qu'on pourra proposer une solution. Et c'est seulement quand on leur trouve des rentes, en fait, en leur confiant 2 prieurés, le prieuré de Saint-Séverin en Condro et celui de Munot qui se trouve en Gaume, c'est seulement à ce moment-là que l'installation devient enfin possible. Et c'est chose faite en 1581, lorsque le prince-évêque de Liège, le nouveau prince-évêque de Liège, Ernest de Bavière, en fait, a
quand même profitant de tout le travail préparatoire qui a été mené par ses prédécesseurs, va leur confier une école, pas n'importe quelle école, il va leur confier l'école des frères de la vie commune, les frères de Saint-Jérôme. Parce qu'en effet, sur cette île, ce petit îlot Auchet, existait depuis un siècle un collège qui a été très important, qui est le collège des frères de la vie commune, qu'on appelle aussi les hiéronymites. Ça fait référence à Saint Jérôme, qui était le patron de leur église et de leur collège. En fait, c'est un collège qui avait été installé à la fin du XVe siècle, à la requête du prince-évêque, qui était Jean de Horn, et du magistrat de la cité. Et ce sont des frères de Bois-le-Duc, Sertogenbosch, qui étaient arrivés jusqu'ici. Et ils avaient ouvert en fait une filiale à Liège et organisé un collège d'un type assez original, puisque ce sont eux les premiers qui ont proposé d'organiser 6 années d'humanité gréco-latine, puis 2 années de cours supérieurs, ces années de cours supérieurs étant essentiellement consacrées à l'étude des mathématiques, de la logique, du droit et de la théologie. Et c'est un collège, le collège des hiéronymites, qui a eu un succès phénoménal, absolument phénoménal, puisqu'il attira jusqu'à 1600 élèves du diocèse en même temps. Alors, il fallait payer un minerval pour participer à ces cours, mais les étudiants les moins fortunés recevaient gratuitement la nourriture et le logement. Et ce collège formait autant les futurs prêtres que ceux qui comptaient ensuite s'inscrire dans une université, en droit, par exemple, ou en médecine. Et l'enseignement y était assuré par des personnages de très grand renom. On pense à Georges Macropédus ou à Liber Autem, qui étaient vraiment des érudits de très, très haut vol. Et la qualité de l'enseignement de ce collège et de l'organisation de l'école était telle qu'en fait, ce collège liégeois avait servi de modèle pour la fondation du gymnase protestant de Strasbourg, qui est une école vraiment importante. Donc, c'est dire le rôle de ce collège. Alors, vous allez me dire, mais alors, on a là un enseignement de très haute qualité qui attire un nombre important de jeunes. Pourquoi est-ce qu'on expulse ces frères de la vie commune pour aller y mettre des jésuites? Mais en réalité, à la fin du XVIe siècle, cette école jadis remarquable ne réunit plus assez d'élèves et les frères eux-mêmes ne sont plus assez nombreux pour assurer leurs enseignements. Et c'est donc en fait un enseignement qui a tout à fait périclité. Et c'est la raison pour laquelle c'est dans ces lieux, moyennant quelques compensations, que s'installent les jésuites. Le vice-recteur, il n'y a pas encore de recteur, en fait le vice-recteur est Jean Lambert, un père né à Bastogne, qui était déjà supérieur de la petite équipe présente depuis quelques années. Et puis bon, on est dans les années 1580, au moment où du côté des voisins, dans les Pays-Bas méridionaux, et surtout au nord, les choses se passent mal. Des villes sont devenues calvinistes, on a chassé les jésuites des collèges où ils se trouvaient, et donc on réussit à reconstituer une équipe, en partie grâce à ces jésuites exilés. Et ce collège va s'inscrire dans un réseau assez dense d'autres collèges jésuites. Comme vous le voyez ici, je mets en orange les fondations antérieures, mais vous voyez que très rapidement, l'ensemble de nos régions, les provinces gallo et flandro-belges, alors c'est une réalité qui est un tout petit peu postérieure à la période dont nous parlons, on est au tout début du XVIIe siècle, on a divisé les jésuites en 2 groupes, les néerlandophones au nord et les francophones au sud. On parle bien déjà à cette époque de provinces flandro-belgique, donc Belgique flamande pour le nord, et de gallo-belgique, Belgique francophone pour le sud. Et la principauté de Liège, qui n'appartient pas à ce qu'on pourrait appeler la Belgique, qui est une enclave dans les Pays-Bas méridionaux, relève bien de cette province ecclésiastique qu'on appelle la province gallo-belge. Alors, ce collège, il prit quelques années plus tard le nom de collège de jésuites en île. Bien évidemment, il était installé sur l'île Auchet. On parle aussi de jésuites wallons, de collège wallon, parce qu'il fallait en fait le distinguer d'un autre collège de jésuites venu s'installer dans les années 1610 à Liège, qui est le collège des jésuites anglais, installé dans ce qu'on appelle aujourd'hui tous ici l'hôpital des Anglais, soit les bâtiments où est installée la région wallonne,
Antoine, le SPOE, rue Montagne, Saint-Walburge, et vous identifiez tous ces bâtiments rouges. Alors, je vous donne ici deux gravures vous présentant les deux collèges, celui des collèges des jésuites anglais et celui des jésuites wallons au XVIIIe siècle. Les travaux, en effet, ont été plutôt tardifs des deux côtés, et le collège des jésuites wallons a été agrandi, réorganisé au début du XVIIIe siècle. Pour faire simple, si vous voulez essayer de vous repérer, ceci ici sur la droite, c'est la Meuse, et ceci ici sur la gauche, c'est la place du Ventoux, et derrière l'église, ce serait ce qu'on appelle la place Coqueril, qui n'existait évidemment pas, c'était un bras de Meuse. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un collège de jésuites anglais à Liège? Eh bien, en fait, les catholiques anglais ont été persécutés en Angleterre très sévèrement. Ils furent contraints à l'exil. D'ailleurs, plusieurs martyrs de la Compagnie de Jésus sont des martyrs anglais, morts sous les coups des protestants à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre. Et donc, ils durent s'exiler. Ils s'installèrent sur le continent, dans plusieurs lieux. Il y a eu des jésuites anglais à Saint-Omer, il y en a eu à Bruges, mais aussi ici à Liège, où ils fondèrent ce qu'on appelle leur maison d'études. Chaque province jésuite a une maison d'études qui est le lieu de formation de théologie et de philosophie de leurs jeunes jésuites, et ils développèrent ici une activité scientifique de très très haut vol. On avait là, chez les jésuites anglais, vraiment un centre d'excellence érudite et intellectuelle. Mais revenons au collège wallon, et voyons un peu quel type d'enseignement on y proposait. En fait, lors de la fondation de l'ordre en 1582, l'ouverture des classes, c'est vrai que je ne vous ai pas dit ça, que les classes étaient ouvertes un an plus tard, donc ils s'installent en 1581 dans les locaux du collège des Hiéronymites et ils ouvrent les cours en avril 1582. D'abord, les autorités de l'ordre n'avaient autorisé l'ouverture que de 3 classes, mais dont les noms vont vous être familiers puisqu'ils avaient accepté l'ouverture de la classe de syntaxe. Il y a 3 classes de syntaxe, c'était la plus haute des classes de syntaxe, la classe de poésie et la classe de rhétorique. Donc vous voyez, vous avez tous fait une rhéto, vous vous souvenez de votre classe de poésie, tout ce vocabulaire remonte à l'enseignement de la Ratio Studiorum et l'organisation scolaire des jésuites. Alors un prof de grec est venu s'ajouter, et puis un prof de grammaire également, et au bout de quelques années, mais assez rapidement, le collège est capable, donc en 1601, il est capable assurément d'offrir un cycle d'enseignement complet, accueillant un millier d'élèves distribués en 5 classes. Alors vous pouvez bien vous imaginer, une classe, ce n'est pas une classe de 22 ni 30 étudiants, ce sont des classes gigantesques où il y a 100 étudiants et plus quand on a 1000 étudiants à rassembler, et chaque classe a un professeur qui le suit d'année en année. Donc vous rentriez dans la classe des rudiments en première année, donc rudiments de syntaxe, eh bien, vous rencontriez le professeur qui allait vous accompagner jusqu'à votre rhéto. Donc, on était loin du temps où les enseignants circulaient en fonction des matières et où on changeait d'enseignant régulièrement. Au contraire, on trouvait devant soi la même personne pendant 5 ans. C'était généralement des pères assez jeunes, en fait très jeunes, qui arrivaient juste après leur année de noviciat et de juvénat, c'est-à-dire leurs premières années de formation au sein de l'ordre. C'était en fait des jeunes gens de 22 ans, très très jeunes, qui prenaient en classe une classe de 100 étudiants et davantage, de garçons de 12 ans qu'ils accompagnaient jusqu'à leurs 18 ans. Et une fois qu'ils avaient terminé ce cycle, on leur confiait d'autres missions dans la ville. Alors soit on les envoyait ailleurs, je vous ai dit les jésuites sont très mobiles, il est rare qu'on reste au collège de Liège toute sa carrière, ça arrive mais c'est rare, donc on pouvait partir à Namur, à Douai, à Tournai, à Valenciennes, à Maubeuge, on était envoyé dans le reste de la province et on exerçait généralement d'autres missions. On assurait la prédication, on entendait les confessions, on était bibliothécaire, préfet des études, bref, il y a une infinité de positions possibles au sein d'une communauté jésuite et on l'exerçait généralement après avoir assuré ces 5 ou 6 ans d'enseignement.
Le programme était presque totalement consacré à la maîtrise du latin et dans une moindre mesure du grec. En fait, le professeur de grec était le seul qui était mobile, le seul qui circulait d'une classe à l'autre. Et l'objectif était en fait vraiment de construire une culture classique des jeunes garçons qu'ils éduquaient. Alors pendant les 3 premières années, les élèves se consacraient de manière approfondie, non pas à la civilisation latine et grecque, mais bien à la grammaire et à la syntaxe latine principalement, grecque de manière secondaire. Tandis que les dernières années étaient vouées à la poésie, on en a parlé, on étudiait essentiellement Virgile, Ovide et Horace, et puis à la rhétorique, et on étudiait principalement Cicéron. Alors peut-être un mot, vous devez être très conscient que le latin était vraiment la lingua franca des jésuites. C'était un ordre transnational et donc chaque père devait maîtriser le latin comme il maîtrisait sa langue de naissance, sa langue maternelle. C'était une langue de communication écrite et orale. Il voulait aussi que les jeunes gens qu'il formait et qui allaient constituer inévitablement par leur formation l'élite des villes où ils habitaient, qui allaient être des acteurs essentiels, des structures institutionnelles qui organisaient la vie des États et des cités, il voulait aussi que ces jeunes gens maîtrisent parfaitement cette langue. Mais ils avaient aussi, de manière plus générale, en dehors des collèges, un intérêt marqué pour les langues des pays où ils travaillaient, parce qu'ils savaient que la langue était un puissant instrument d'évangélisation. Ils ont ainsi vraiment apporté un intérêt tout particulier à la maîtrise des langues des pays où ils étaient en mission, c'est-à-dire de langues non européennes, ce qui fait des jésuites de tout grands linguistes. Et j'ai encore rencontré récemment un chercheur qui travaille sur des langues sud-américaines et un ouvrage de référence reste un jésuite du XVIIe siècle qui a été missionnaire dans cette région d'Amérique du Sud. Donc encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit compter sur le travail que ces brillants linguistes ont fait au XVIIe. Mais à Liège, c'est bien le latin qu'ils enseignaient prioritairement. Cet enseignement du latin n'était pas seulement transmissif, les élèves étaient actifs. Alors évidemment, ils multipliaient les thèmes et les versions, mais ils devaient aussi s'exercer à des travaux d'écriture et nombreux étaient les exercices de composition latine. Alors ils produisent des emblèmes, c'est-à-dire des textes, des courts textes accompagnés d'images. Vous pouvez aussi écrire des poèmes qui étaient affichés sur les murs du collège pour des fêtes importantes, la fête de la Saint-Ignace ou la fête du Saint-Sacrement. L'église des Jésuites était dédicacée au Saint-Sacrement. Ces poèmes pouvaient être lus à haute voix, ils pouvaient être offerts à des grands personnages locaux, et le prince-évêque, ou les princes-évêques, les abbés de Saint-Laurent, de Saint-Jacques, les chanoines de la cathédrale, ou des collégiales sont régulièrement honorés par des poèmes rédigés par les élèves. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, d'ailleurs, les vers des meilleurs rhétoriciens étaient imprimés dans plusieurs petits volumes intitulés les Musae Leodienses, donc les muses de Liège. Et je vous donne un exemple ici, je l'ai choisi, il m'a fait sourire. Donc le De Puerili Pustularum Morbo Gallicae Petite Vérole Ode, donc une ode au sujet de cette maladie infantile des pustules, qu'on appelle en français la petite vérole, et qui a été écrit par Henri Louis Adrien, qui venait de Rochefort et qui était rhétoricien. Et donc vous avez la composition par Henri, en latin, et puis la traduction qu'il propose de son texte. Par ailleurs, les jésuites les élèves étaient invités à affiner leur maîtrise orale du latin par des exercices réguliers de déclamation ou de débat rhétorique, parfois même ouverts au public. Et vraiment cette formation à l'éloquence latine trouvait son aboutissement fin d'année scolaire lors de la remise des prix au mois de septembre par la présentation d'une pièce de théâtre jouée et dansée devant les parents et les édiles liégeois qui finançaient les prix. Donc chaque année, le magistrat, les autorités communales finançaient les prix pour les meilleurs élèves des jésuites. Alors des tragédies pouvaient être aussi jouées pour d'autres occasions, et c'est le cas ici d'une tragédie qui a été jouée par les élèves du collège en février 1689, quelques semaines après la désignation de Jean-Louis d'Elderen comme prince-évêque de Liège. C'est une pièce
en son honneur. Et vous voyez, à la fin du carnet se trouve le casting de la pièce de théâtre. On a quelques acteurs qui sont pour la plupart des rhétoriciens, qui jouent les rôles essentiels en latin de la pièce, mais vous avez aussi tous les danseurs qui participent aux différents ballets. Il y a le ballet de la noblesse, le ballet du clergé, le ballet du peuple, et puis il y a aussi 3 chanteurs, 3 enfants à la voix d'ange. Vous voyez, on n'a pas été les chercher chez les rhétoriciens et en poésie, on a été les chercher chez les petits quand ils n'ont pas encore mué, puisque vous avez des étudiants qui viennent de syntaxe et de grammaire, c'est-à-dire vraiment les tout premiers niveaux de formation des formations scolaires. Vous voyez, sur cette formation scolaire de haut niveau, et puis avec des formes pédagogiques très novatrices, était greffée par ailleurs une formation religieuse très intense. Toute la vie des collèges était marquée par la religion. Les jeunes recevaient tous les jours des leçons de catéchisme, étaient soumis à une messe quotidienne, allaient écouter chaque semaine un prédicateur, se confessaient une fois par mois. Les jésuites sont des tenants de la confession fréquente. Le dimanche et les jours fériés, les écoliers étaient attendus au collège pour une nouvelle leçon de catéchisme avant la messe à laquelle ils devaient assister. Et les meilleurs d'entre eux étaient invités à se réunir dans des sodalités ou congrégations mariales qui sont au départ, en fait c'est vraiment une création jésuite, une invention jésuite. Elle est fondée pour la première fois à Rome, au Collegio Romano, donc le collège des jésuites à Rome, par un liégeois qui s'appelle Jean Lenis. Et puis on retrouve cette organisation dans nos régions très très rapidement, et dès l'ouverture de la compagnie, on voit se rassembler des jeunes élèves, on voit que les pères réunissent des jeunes élèves dans ce groupe de prière qui se réunit régulièrement pour prier, pour faire des exercices spirituels, mais qui sont aussi amenés à participer à des processions, à collecter des fonds pour aider les veuves et les orphelins, comme ce fut le cas lors d'une catastrophe dans une houillère en 1606. Et donc on voit qu'ils ont aussi un rôle actif à jouer pour les personnes victimes de calamités. Et ces enfants, devenus adultes, ailleurs, à Liège comme ailleurs d'ailleurs, eurent le désir de poursuivre ce type de réunion pieuse après leur sortie du collège, et on créa donc des sodalités, des congrégations ouvertes aux adultes qui se réunissaient une fois par semaine, mais devaient également, en dehors des réunions, pratiquer une série d'œuvres de charité, prier, se mortifier, visiter les pauvres, visiter les malades, et montrer par l'exemple aux autres ce qu'était être un bon catholique. Les membres d'une sodalité ne devaient donc pas veiller seulement à leur propre perfectionnement, mais veiller aussi à celui des autres. Ils étaient investis, si vous voulez, d'une forme de devoir missionnaire et jouaient le rôle de modèle de foi. Alors quand on pense que vers 1630, le collège liégeois comptait 8 congrégations, 8 sodalités mariales, d'élèves et d'adultes, et d'ecclésiastiques également, qu'elle réunissait ensemble 2400 membres issus des principales familles de la ville, nous dit-on, eh bien on voit quelle influence pouvaient avoir ces sodalités et quelle importance les jésuites leur ont accordée. Elles leur permettaient de propager, par le biais de leurs élèves et de leurs anciens élèves, quantité de comportements pieux, de dévotion exemplaire, destinés à participer à l'évangélisation en profondeur de la société. Alors une dernière chose sur ce point, il est quand même important, et je suis sûre que vous l'avez compris, que l'apostolat des jésuites n'était pas concentré sur le seul enseignement dans leur collège en île. Les jésuites assuraient en effet le catéchisme dans de nombreuses paroisses de Liège. Il fut même brièvement envisagé au milieu du XVIIe siècle de leur confier l'enseignement du catéchisme pour tous les enfants de la principauté, mais ils ont dû y renoncer. Ils déployaient une riche activité en matière de prédication. Ils prêchent de manière régulière à la cathédrale Saint-Lambert, dans les collégiales, dans les églises de la ville, à la campagne, dans les monastères également. Ils visitaient les hôpitaux et les prisons, ils entendaient les confessions. Ils sont aussi sur le terrain, et notamment sur le terrain pendant les épidémies de peste, comme ce fut le cas à Liège en 1636. Liège fut touché vraiment de plein fouet par une très dure épidémie de peste, comme le furent aussi Mons, le duché de Luxembourg, et les pères jésuites se mirent au service des pestiférés, qui est quelque chose de très connu dans leur apostolat. Et vous savez que la peste, qui est un épisode majeur du
du XIVe siècle, en fait, s'est prolongé tout au long de l'époque moderne avec des résurgences régulières, parfois obligeant encore au XVIIIe siècle à fermer certaines villes, à confiner des villes comme Marseille, hein, par exemple. Mais donc Liège connaît aussi des épidémies de peste, et l'épidémie de 1636 a été très dure, et les jésuites furent des acteurs majeurs de l'accompagnement des malades. Certains d'entre eux, enfin, toujours dans ce collège, pratiquent un apostolat de plume, c'est-à-dire qu'ils écrivent, alors je vous donne quelques exemples ici, mais ils écrivent des ouvrages de spiritualité, de théologie, d'histoire liégeoise, de vie de saint. J'en ai pris 4, j'aurais pu en prendre 50. Hein. Je rassemblais quelques exemples que j'avais dans mon ordinateur. Il est vraiment extrêmement important de souligner que la Compagnie de Jésus est un ordre intellectuel de premier plan, qu'on trouve en son sein des polémistes, des exégèses, des théologiens, des hagiographes de très haut vol, ainsi que des philologues, des hellénistes, des latinistes, des mathématiciens, des historiens de premier plan. Les jésuites écrivent abondamment. Ce sont les religieux qui, probablement dans le monde catholique de l'ère moderne, ont le plus étroitement lié leur mission apostolique à la dimension de l'univers bibliographique, au monde des livres. La nécessité de fournir un soutien adéquat aux multiples monastères de l'ordre, hein, les missions, l'enseignement, la prédication et j'en passe, vraiment les a conduits à la rédaction et à multiplier l'écriture et la publication, mais aussi les a poussés à constituer ce qu'on peut facilement décrire en fait comme les bibliothèques religieuses les plus organisées et les plus fonctionnelles de l'époque moderne. Ils avaient d'ailleurs développé à Liège une remarquable bibliothèque qu'un de mes doctorants, qui est là au fond de la salle, a remarquablement étudié dans le cadre de son mémoire de fin d'études. Il s'appelle Émile Tonard et je vous invite à lire ce qu'il a pu écrire sur le sujet. C'est lui, voilà, au dernier rang là-bas. Allez, une dernière partie. Je pense qu'on ne peut pas parler des jésuites sans parler des tensions qui se cristallisèrent autour d'eux. Les jésuites furent en effet au cœur de différents conflits majeurs à Liège, dont certains ont eu des conséquences dramatiques. On peut en distinguer de deux natures, les conflits en lien avec l'enseignement et puis les conflits de nature politique. Je vais commencer par l'enseignement en essayant de ne plus être trop longue. En fait, on a compris que l'arrivée des jésuites est accompagnée et très étroitement liée à l'idée qu'il faut aussi former des prêtres. Et d'ailleurs, le collège jésuite accueille en son sein non seulement des jeunes laïcs, mais aussi des jeunes jésuites en formation. Et pratiquement dès le début de la fondation du collège, les pères organisent aussi, en plus des cours de latin et de grec, des exercices qu'on a évoqués, ils organisent aussi des cours de théologie, d'exégèse, de controverse pour ces jeunes membres de leur ordre. On peut aussi faire l'hypothèse qu'ils ont accueilli dans ces cours de futurs prêtres avant que ne s'ouvre le séminaire qui n'est fondé chez nous, qui n'est fondé à Liège en 1592. Dans tous les cas, assurément à partir de 1599, ils organisent au collège un cours de philosophie pour les séminaristes. Donc il y a un séminaire qui est Saint-Mathieu à la Chaîne, hein, qui se trouve en fait grosso modo ici, où vont les séminaristes, mais ceux-ci viennent suivre le cours de séminaire au collège qui se trouve à quelques encablures d'ici. Ils y ont également créé un cours de logique. Le problème, c'est que dans nos régions se trouve une université qui a des prétentions, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, puisqu'elle va fêter un important anniversaire et fait revenir un pape jésuite, cette fois-ci vêtu de blanc. Et cette université, qui est l'université de Louvain, s'inquiète évidemment de ces cours de philosophie qu'elle voit comme une concurrence déloyale. Elle créera en fait la création d'une université rivale à Liège. Dans un premier temps, elle s'inquiète, mais ne bouge pas. Il se fait que ce cours sera donné en quelques années, mais finira par être abandonné. Mais voilà qu'en octobre 1613, les jésuites liégeois, soutenus par leur prince-évêque, par le chapitre cathédral, par le magistrat de la ville, ouvrent à nouveau un cours de philosophie au collège. Et cette fois, l'université de Louvain décide d'agir. La tentative est battue en brèche par une opposition ferme de l'université et le cours de philosophie est abandonné après quelques semaines seulement d'existence.
Alors voilà, on a plusieurs décennies de conflits entre les jésuites et l'université de Louvain, qui chaque fois va se charger de faire fermer ses cours, et les difficultés seront nombreuses. On voit que progressivement, ce sont les jésuites anglais, rue Montagne-Saint-Walburge, ce qu'on appelle maintenant l'hôpital des gens anglais, qui vont prendre le relais, et qui vont le reprendre d'autant plus lorsqu'ils sont chargés à la toute fin du XVIIe siècle par Joseph Clément de Bavière d'enseigner la théologie au séminaire épiscopal sous la direction d'un père qu'on appelle le père Louis Sabran. Et pourquoi est-ce que Joseph Clément de Bavière fait appel à eux? Parce qu'il est bien nécessaire de lutter contre le jansénisme. Le jansénisme, c'est un mouvement interne au catholicisme. Je ne vais pas rentrer je ne vais pas vous le définir longuement, il faudrait une conférence entière pour en parler, mais disons très simplement que c'est un mouvement interne au catholicisme qui propose une approche très très différente de celle des jésuites en termes de morale et en termes de salut. Et jésuites et jansénistes s'opposent fermement par rapport à ces deux questions. Et ce jansénisme, c'est considérablement développé à Liège à la fin du XVIIe siècle. En fait, des prêtres, des théologiens jansénistes formés à l'université de Louvain enseignent au séminaire, ont des postes clés dans le diocèse, ils sont notamment au synode, arrivent à installer dans des paroisses des prêtres sensibles à leurs propositions. On imprime à Liège des textes jansénistes, on reçoit à Liège Antoine Arnaud et Pascal Quesnel qui sont les principaux chefs de file du mouvement. Et vous imaginez bien que tout ceci provoque l'ire des jésuites, soutenus par d'autres ordres, qui vont entrer en conflit avec eux. Alors, rassurez-vous, dans une guerre de libelles, dans une guerre de plumes, une guerre assez vive, et notamment autour de la question de l'enseignement au séminaire. Qui va enseigner aux futurs prêtres? Est-ce qu'on va laisser des jansénistes enseigner aux futurs prêtres? Peut-on sincèrement organiser un enseignement et le confier à des théologiens soupçonnés de jansénisme, ou ne vaut-il pas mieux le confier aux jésuites? Ce sont des questions qui se posent, et c'est finalement les jésuites qui ont gain de cause, mais après une querelle de libelles extrêmement vive, et ils auront gain de cause en 1699, grâce au soutien du recteur du collège wallon, le père Sabran, est élu président du séminaire et l'enseignement est confié aux jésuites anglais. Mais le conflit ne s'arrêtera pas là et l'opposition entre jésuites et jansénistes restera vive pendant au moins 2 décennies. Alors, par ailleurs, les pères des collèges connaissent aussi un conflit aux conséquences beaucoup plus dramatiques dans le cas de la guerre civile qui secoue Liège au XVIIe siècle. C'est un épisode bien connu, mais il paraît important quand même de le rappeler. En 1612, le prince-évêque Ernest de Bavière, qui est celui qui a vraiment installé les jésuites à Liège, décède, et c'est son neveu, Ferdinand, qui est élu prince-évêque de Liège. Alors Ferdinand, il a été l'élève des jésuites à Ingolstadt, il est très proche de l'ordre, c'est aussi, Bruno Moulin en parlerait beaucoup mieux que moi, quelqu'un qui tente de revenir sur des réformes qui ont été mises en place par son oncle, qui avait tenté d'instaurer un régime qu'on qualifiera ici de démocratique. Et par cette volonté de restaurer l'autorité du prince-évêque, c'est-à-dire d'opérer un retour en arrière par rapport à ce que son oncle avait instauré, Ferdinand va braquer les Liégeois qui se divisent en 2 camps. D'un côté, les Chiroux, les bergeronnettes habillés en noir et blanc, ses partisans, et de l'autre côté, les Grignoux, ses adversaires qui rassemblent des artisans, des petits bourgeois, etc. Ceux-ci sont soutenus en sous-main, comme vous le savez, par la France. Et en 1637, le chef des Grignoux, Sébastien Laruelle, tombe dans un guet-apens organisé par le comte de Warfusé. Il est assassiné au cours d'un banquet. Les Liégeois se révoltent, prennent les armes, attaquent la maison de Warfusé, tuent Warfusé lui-même, qui sera, je pense, découpé en petits morceaux. Et ces morceaux... Exactement, qui seront dispersés à travers la ville. Le bras droit Grandmont de Warfusé tue également ses domestiques, les soldats espagnols chargés de protéger sa maison. On peut nommer la chose un véritable massacre. Et le lendemain, la foule, furieuse et armée, se dirige vers le collège des jésuites wallons, peut-être pour y chercher le frère de Warfusé, qui était jésuite, mais qui n'avait jamais résidé à Liège, ce que manifestement on ne savait pas. Peut-être aussi parce que les pères sont considérés comme trop proches des Espagnols, que Ferdinand de Bavière avait appelé à la rescousse, particulièrement en sollicitant le soutien du cardinal Infant, son voisin, qui était le frère du roi d'Espagne, Philippe IV, et gouverneur donc des Pays-Bas voisins. Quoi
qu'il en soit, les bâtiments sont saccagés. On estime les dommages à près de 4000 florins brabants, ce qui n'est pas rien. Des pères sont brutalisés. Certains sont amenés vers la potence, en haut de la rue Saint-Gilles. Le père recteur, Aloïs Dantine, est frappé de 5 coups de poignard dans le dos et meurt le lendemain. Les pères rescapés fuient à Huy et reviennent quelques jours plus tard. Bon, voilà, un moment dramatique qui s'éteint assez vite, mais 2 ans plus tard, alors que Ferdinand de Bavière négocie avec Liège la fin de la guerre civile, un jésuite prêche à Liège, évoque ces négociations dans des termes qui ne plaisent guère aux Liégeois, et des hommes armés se rendent à nouveau au collège auprès du recteur, réclament justice, emmènent le père prédicateur à l'hôtel de ville. Finalement, le recteur arrive à les calmer, la colère la colère diminue et le père prédicateur est finalement relâché. Alors, on voit que les rapports entre la cité et le collège ont pu être tendus et que ces malheureux faits divers rappellent combien les jésuites ont régulièrement servi d'exutoire à la colère des populations. Et pour cause, les jésuites qui veulent vivre dans le monde, qui soutiennent un projet de société catholique, ont toujours été proches du pouvoir politique, qu'il soit local ou central, et en fonction des situations, ils se sont plus ou moins rapprochés des princes, jouant parfois des rôles essentiels dans les cours européennes, notamment comme confesseurs, ce qui leur a permis de jouer dans la plus grande discrétion des rôles politiques de premier plan. Et cette position leur a valu beaucoup d'ennuis et est à l'origine d'un très vif anti-jésuitisme qui est bien réel, qui se manifeste tout au long de leur histoire et qui connaît à Liège des moments de cristallisation comme celui que je viens d'évoquer. Au XVIIIe siècle, la Compagnie de Jésus est un ordre de plus en plus contesté. On l'accuse de laxisme, de trop grande proximité avec les affaires politiques, de formes dévotionnelles trop démonstratives, d'un enseignement de plus en plus conservateur et dépassé, parce qu'il continue à privilégier l'apprentissage du latin et l'étude par cœur, alors que l'Europe des Lumières commençait à attendre autre chose de l'enseignement. On l'accuse également de cacher, on les accuse de cacher dans ces missions sud-américaines des trésors. On dit qu'ils sont assis sur des montagnes d'or et des légendes circulent sur le fait que le succès de ces missions au Paraguay notamment s'explique en réalité par le fait qu'ils y accumulent d'énormes richesses en or et en argent, ce qui est évidemment tout à fait faux. Alors le Portugal en premier va essayer de les chasser de ses colonies. Les jésuites vont être bannis du Portugal. En France, la Pompadour et le duc de Choiseul vont profiter d'un scandale financier pour pousser Louis XV à bannir les jésuites du royaume. En fait, le père jésuite Antoine de Lafayette avait mis sur pied en Martinique un commerce de sucre et de café pour renflouer les caisses du collège, mais il a fait des mauvais investissements. Ses créanciers le poursuivent devant la justice française, cela fait scandale et les jésuites sont chassés. Et finalement, en 1773, pressé de toutes parts par les souverains européens, le pape Clément XIV va supprimer la Compagnie de Jésus. Alors, il faut bien organiser leur suppression. Alors, dans nos régions, dans les Pays-Bas voisins, on crée un comité jésuitique. Les jésuites sont dispersés. Ils ont reçu l'interdiction formelle de vivre avec d'autres membres de l'ordre ou de se réunir. Ils étaient aussi formellement interdits d'enseignement. On vendit leurs biens, et notamment leur magnifique bibliothèque, et tout l'immense patrimoine artistique qui était le leur équivalait à une belle fortune. On transforma leur église en église paroissiale, et ce fut une affaire assez profitable pour le gouvernement des Pays-Bas, puisqu'on estime que la vente de leurs biens leur rapporta plus de 10 millions de florins. Oui. À Liège, il semble que l'évacuation du collège et l'assistance aux pères dispersés fut moins dure. On vendit les biens de manière à pouvoir leur payer une pension et on les autorisa à continuer une série de ministères. Comme il y avait moins de maisons, en fait, les bénéfices des ventes furent beaucoup moins importants. Et en fait, on estime que ces bénéfices furent vite épuisés et qu'on continua à payer la pension des pères sur d'autres fonds par la suite. Le collège fut d'abord transformé en
grand collège. Et puis, au fur et à mesure des années, d'autres instituts scolaires s'y installèrent. Il y eut l'école d'architecture, l'école de mathématiques, l'école de droit. Le séminaire épiscopal quitta ces bâtiments pour y emménager également en 1786. Et puis, Liège connaît une période d'occupation française. Le bâtiment est alors occupé successivement par l'école centrale du département de Lourdes et puis un gymnase de fondation prussienne. Et en 1817, on y fonde l'Université de Liège. Alors, ces périodes d'occupation n'ont pas toujours été faciles. La bibliothèque, notamment, a été dispersée après avoir servi de combustible. Donc, on sait qu'on a brûlé les livres des jésuites pour alimenter les feux des boulangers, les feux de cuisson, pour toute une série de pratiques qui étaient tous sauf intellectuelles et érudites. Et donc, il y a eu des dommages importants quant au patrimoine de ce collège. Et quelques années plus tard, quand l'université était installée en ces lieux, on détruisit aussi l'église pour construire la salle académique que vous connaissez peut-être et les nouveaux bâtiments de l'université. Alors, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les jésuites reviendront à Liège, puisqu'on a connu le collège Saint-Servais, fondé par un prêtre, mais repris par la compagnie, puisque la compagnie a été restaurée à l'échelle de la catholicité en 1814, et à partir de cette date-là, a repris en Belgique, ou créé au moins 8 collèges, assurant pendant longtemps l'essentiel de l'enseignement secondaire pour garçons en Belgique, en s'efforçant de reprendre les habitudes d'avant la suppression et d'appliquer la ratio studiorum avec quelques coups de canif dans le contrat, parce que le latin y eut une moindre part et on y autorisa le français à y prendre de plus en plus de place, y compris dans les collèges flamands. Mais tout ça, c'est une autre histoire et je vous remercie pour votre attention.